C'est bien, vous avez une conviction, vous la défendez, mais on peut penser aussi qu'à force de revenir chaque fois devant les électeurs avec la même idée qui a priori ne reçoit pas voilà, l'assentiment de tout le monde, c'est de l'acharnement. Je vous trouve un peu culotté de dire ça, parce que s'il y a bien des partis qui reviennent devant les électeurs depuis 40 ans aux élections européennes, ce sont tous les partis qui proposent aux Français de changer l'Europe. Tous les 5 ans, on nous propose de changer l'Europe, sans jamais expliquer aux Français que ça n'est pas possible. Parce que pour changer l'Europe, il faut modifier les traités européens. Ça ne dépend d'ailleurs pas des parlementaires européens, ça dépend des gouvernements. Et Ce ne sont pas les députés européens qui peuvent changer les traités. Mais non, vous savez très bien que les parlementaires européens ont peu de pouvoir. Giscard l'a rappelé il y a quelques semaines. Et pour changer les traités européens, il faut l'accord de 28 gouvernements et ensuite l'accord de 28 parlements ou référendums. Ça fait 56 accords. Et ceux qui défilent devant les Français pour proposer une autre Europe ne se posent jamais la question de savoir ce qu'en pensent les autres pays. Donc nous, c'est la deuxième fois qu'on se présente aux élections européennes et nous proposons aux Français de sortir de l'Union européenne, de nous libérer en fait de l'Union européenne et de l'euro. Mais c'est pas un objectif en soi. Notre objectif, c'est de rendre aux Français leur démocratie, d'empêcher la dégringolade du niveau de vie, la destruction de l'industrie, la destruction de l'agriculture. C'est tout ça qu'il s'agit. Et arrêter également de nous aligner diplomatiquement et militairement sur les États-Unis d'Amérique. Quand on voit comment ça se passe avec l'Angleterre qui n'est toujours pas sortie de l'Union européenne, le fameux Brexit qui est devenu un feuilleton difficile à suivre d'ailleurs, ça donne pas tellement envie de s'engager dans cette voie-là en fait. Mais ça, c'est une vision des choses complètement erronée. Ce qui est difficile, ça n'est pas de sortir de l'Union européenne. D'ailleurs, le Groenland était sorti du marché commun. L'île française de Saint-Barthélemy dans les Antilles est sortie de l'Union européenne en changeant de statut. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que les parlementaires britanniques qui sont majoritairement anti-Brexit, refusent d'appliquer ce que le peuple britannique a décidé. C'est ça le problème, c'est que les européistes refusent le suffrage universel. On l'a vu en France, la même chose, 55% des Français ont voté non à la Constitution européenne. Il s'est passé quoi ? Il s'est passé que pendant 2 ans et demi, les européistes ont fait le gros dos, et fin 2007, eh bien, on a ratifié dans le dos des Français, c'est-à-dire les parlementaires, ont ratifié dans le dos des Français la Constitution européenne. Oui, c'était écrit en tout petit, et c'est pas là-dessus que les gens s'étaient décidés. C'est-à-dire que nous avons affaire à un véritable problème de démocratie. D'ailleurs, si le Brexit se passait si mal, on nous a expliqué que les Britanniques étaient ravagés de remords, ils regrettaient leur vote. Vous avez vu les sondages pour Nigel Farage ? Nigel Farage et son parti du Brexit est en train de pulvériser la scène politique britannique telle qu'on la connaît depuis 2 siècles. C'est-à-dire qu'il est en train, avec son parti du Brexit, de faire plus de voix que le Parti conservateur et le Parti travailliste réunis. Et il s'agit en fait d'un problème de démocratie sur le continent européen. Voilà la question. La démocratie a été confisquée selon vous alors ? En France, oui. 55% des Français, dont moi, avons voté non à la Constitution européenne. Ça n'a pas été. Et ça n'a pas. C'est le contraire qui a été, puisque le même texte a été adopté par nos prétendus représentants. D'ailleurs, au passage, Monsieur Truchot, je voudrais vous féliciter. Parce que vous avez dit, il y a quelques jours, vous avez dit quelque chose que je crois extrêmement juste. Le vrai débat en France, c'est pas entre En Marche et le Front National, parce que tout le monde maintenant veut rester dans l'Union européenne et dans l'euro, sauf nous. Vous avez dit, et j'ai trouvé que c'était vraiment très bien, le vrai débat, ça sera entre Madame Loiseau et François Asselineau. Pour qu'il y ait, parce que c'est ça le vrai débat, qui va s'imposer de toute façon, que cela plaise ou ne plaise pas. Le vrai débat qui s'impose maintenant au peuple d'Europe, c'est le maintien de l'État-nation, avec sa solidarité nationale, son indépendance, sa démocratie, ou bien la disparition des États-nations au profit d'une mondialisation pilotée par une oligarchie financière. Vous ne croyez pas à la troisième voie ? Non, je n'y crois pas. Bellamy, qui était là vendredi à votre place, François-Xavier Bellamy, dit justement, moi je refuse aussi ce match entre d'un côté Macron et de l'autre Marine Le Pen, mais je propose une troisième voie, c'est-à-dire qu'une Europe, mais une Europe qui va mieux se protéger, qui mettra plus de frontières, mais qui en même temps a un destin commun. Moi, j'appelle ça du nationalisme européen, soit dit en passant, puisque bâtir des frontières, je trouve très étrange que ces gens soient contre les frontières nationales, ils sont francophobes en fait, et en fait ils veulent bâtir des frontières au niveau européen. Je vois pas pourquoi les frontières serait formidable au niveau européen, ne serait pas bien au niveau français. Mais c'est surtout que l'exploit a montré que ça ne marche pas. Il va falloir, et les années qui viennent vont montrer, que le vrai choix des Français, c'est soit on garde la France et on laisse l'Union européenne se détruire, soit on garde l'Union européenne et on laisse la France disparaître. Alors, s'agissant de la paix, ça c'est un slogan que je réfute complètement. Je voudrais ici annoncer aux Français qui ne le savent pas qu'il y a une dizaine de jours, la France a installé 300 soldats français, des dizaines de blindés, des dizaines de chars,
sur la base militaire de Tapa en Estonie, à 120 km de la frontière russe. Est-ce que vous trouvez que c'est bien ? Qu'est-ce que vous penseriez si les Russes installaient 300 soldats russes et des dizaines et dizaines de blindés au Luxembourg et à Andorre ? Vous vous senteriez agressé. Monsieur Asselineau, vous savez très bien que c'est pas ce dont on fait état là. Non, mais c'est ce dont je fais état. Monsieur Serres, son arrière-grand-père a fait la guerre en 1870 et lui a fait la guerre 45. Il nous explique donc de 4 générations d'hommes de sa famille ont fait la guerre. Cette guerre s'est arrêtée après, grâce à l'Europe. Non, ça n'est pas. C'est sa position, et il dit qu'on parle beaucoup des 30 glorieuses, pas assez des 70 paisibles. Est-ce que, si vous voulez, monsieur Asselineau, moi j'ai été surpris par votre programme, et agréablement surpris. Ma deuxième question, j'ai été toujours surpris par la façon dont vous êtes traité dans les médias, qui vous font passer au mieux pour un amuseur, et au pire pour quelqu'un d'incompétent. Donc lorsque j'ai vu votre programme, j'ai été surpris, agréablement surpris. Donc c'est cette position de l'Europe qui nous différencie. Votre programme sur la culture, j'y adhère totalement. Celui sur l'éducation, j'y adhère totalement. En revanche, je n'arrive pas à être convaincu de vos positions sur l'Europe. C'est ma demande. Comment, de manière essentielle, pouvez-vous me convaincre ? Mais la paix n'a pas été garantie par la directive des beurres sur le beurre de cacao ou la directive sur les sièges de tracteurs de la Commission européenne. S'il y a eu la paix sur le continent européen après la Seconde Guerre mondiale, c'est pour tout à fait autre chose. C'est parce que vous aviez l'OTAN d'un côté et le pacte de Varsovie de l'autre, et qu'il y avait ce qu'on appelait la destruction mutuelle assurée, qui assurait que s'il y avait une guerre, ça serait la vitrification nucléaire complète. C'est pour ça qu'il y a eu la paix. Et d'ailleurs, par exemple, elle continue aujourd'hui. Absolument. Pourquoi ? Attendez, laissez-moi parler. François Mitterrand, dans son dernier ouvrage, un livre de confidences fait à Georges-Marc Benamou, c'était quelques semaines avant qu'il meure, François Mitterrand a dit « La France est en guerre et les Français ne le savent pas ». C'est une guerre d'un genre nouveau. Une guerre sans mort apparemment et pourtant une guerre à mort. Les Américains veulent un pouvoir sans partage sur le monde. Là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est d'où la volonté de s'unir pour résister face d'un côté à Donald Trump et de l'autre face à la Chine. Mais attendez, est-ce que vous y croyez vraiment à ça ? Vous savez pourquoi les pays de l'Est sont-ils entrés en 2005 ? Pourquoi ? C'est parce que George W. Bush a fait la tournée des pays de l'Est, et dans son discours à Varsovie, il a dit qu'il fallait que tous les pays de l'Est entrent dans l'OTAN, puis dans l'Union européenne. Nous faisons bon accueil à une Europe vraiment unie. Reprenez, alors je renvoie les auditeurs à notre site upr.fr, excusez-moi de faire de la publicité. Allez voir ma conférence qui s'appelle « Qui gouverne la France ? Quelle a été la stratégie américaine après la Seconde Guerre mondiale ?» Et ne me dites surtout pas que l'Union européenne a vocation à s'opposer à la Chine. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que la Chine est devenue un très grand investisseur, par exemple en Italie ou en Grèce. D'ailleurs, l'Italie et la Grèce maintenant ont embrayé sur le projet des routes de la soie. Et puis aussi, vous savez que l'Allemagne fait un commerce extérieur considérable avec la Chine. Donc de toute façon, vous n'aurez pas d'opposition à l'intérieur de l'Union européenne vis-à-vis de la Chine. Vous êtes très bon pour démonter cette Union européenne critiquée. Effectivement, elle est critiquable. Il y a beaucoup de choses qu'on a du mal à comprendre. Mais vous êtes plus difficilement... on a du mal à être convaincu par l'idée qu'en étant seul, finalement, que la France se replie un peu sur elle-même, elle pourrait faire face à ces défis qui sont les défis de la mondialisation, les défis de la concurrence. Mais pourquoi voulez-vous que la France... Le défi des échanges. Et pourquoi voulez-vous que la France soit seule ? Où est-ce que vous avez vu que je voulais les frontières? Mais non. D'abord, nous, s'agissant des frontières terrestres, on a proposé sur Schengen que ce soit soumis au référendum des Français. Deuxièmement, est-ce que vous croyez que la Suisse est seule? La Suisse, c'est le pays du monde qui a le plus de conférences internationales. Et croyez-vous a quand même moins d'influence que la France. Oui, mais c'est un petit pays. Mais la façon que la Suisse a de protéger ses frontières et donc sa production intérieure, c'est quand même assez particulier, vous avouerez. Oui, ben ils font un protectionnisme intelligent, notamment pour les produits agricoles. C'est-à-dire qu'au moment de la récolte de fruits, par exemple de cerises ou de fraises, parce qu'il y a des cerises et des fraises en Suisse, ils font monter les droits de douane sur les produits d'importation. Oui. Mais dès que c'est fini, ils font baisser de telle sorte que les consommateurs peuvent acheter des fruits ailleurs. Regardez les agriculteurs du Sud-Ouest en ce moment, ils sont extrêmement mécontents de la concurrence parce qu'on est en train de détruire l'agriculture française avec ce système. Je suis totalement convaincu. C'est bien là où moi, ma vision de l'Europe, c'est d'abord plus d'Europe que moins d'Europe comme vous le proposez. C'est qu'aujourd'hui, la première bouche solvable du monde, c'est l'Europe.
C'est comme ça. Et que dire aujourd'hui, on va sortir complètement de l'Europe, c'est se couper d'un marché. Mais j'entends aussi les problèmes de l'Europe et on peut pas se faire de la concurrence. Alors sur les produits agricoles, ce que je connais, entre États européens, avec des cahiers des charges différents, avec des coûts sociaux différents, avec des réglementations différentes. Mais pourquoi voulez-vous perdre un marché? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Si vous voulez, lorsque la France sera sortie de l'Union européenne... Parce que quand nous, on va se mettre des droits de douane qui vont nous protéger des importations, les autres, ils vont faire la même chose. Mais on verra au cas par cas. Vous n'allez quand même... Vous n'allez quand même pas me faire croire que les pays d'Europe vont arrêter d'acheter du vin français, du champagne français, des produits français alimentaires. Les Italiens en vin vont nous... Les Italiens, les Espagnols, qui vont rester au sein de l'Europe, vont nous piquer des marchés dans des pays qui produisent pas de vin. Mais ça, c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Moi, ce que je vois, c'est que depuis, plus on construit l'Europe et plus l'agriculture française est en cours de destruction. Il faut quand même à un moment ou à un autre arrêter de faire des prophéties et faire le bilan et comparer les prophéties qui avaient été faites il y a 30 ans, 20 ans, 10 ans et le résultat. La construction européenne ne fait jamais le bilan de ces opérations. Déjà, il y a un truc que je trouve extraordinaire. C'est que dans les sondages montrent qu'il y a entre 27 et 40% des Français qui, s'il y avait un Frexit demain, voteraient pour. Et qu'à chaque fois... Attendez, laissez-moi parler. Et qu'à chaque fois que je suis invité dans toutes les radios et télévisions, tout le monde me tombe dessus. J'ai l'impression que je suis le seul dans mon cas. Je représente 25, 30, 40, peut-être même les 55% de Français qui ont voté non à la Constitution européenne. Maintenant, lorsqu'on est passé du franc à l'euro, pourquoi vous n'avez pas posé ces questions ? Pourquoi vous n'avez pas dit on va pas pouvoir rembourser nos dettes, etc. Parce que on parle de retour en arrière. Non, c'est pas un retour en arrière. Pourquoi vous n'avez pas posé ces questions? Parce que l'ensemble des médias vous avez fait croire que l'euro ce serait plus de croissance, plus d'emplois. On a vu le résultat. Il y a un truc qui s'appelle la lex monetae. Lorsque nous reviendrons au franc, les dettes seront transférées en francs. Et donc tout simplement. Vous pensez que les investisseurs vont investir sur nous, ils vont avoir confiance en nous, ils vont pas mal nous noter dans les agences internationales? Non, pas. Et non, vous parce pensez que nos taux d'intérêt vont pas augmenter? Non, vous êtes sûr de tout ça? Vous nous le vendez comme ça? Non, et parce en main, formidable, on revient au franc et tout va être merveilleux. Vous avez vu, madame, capitaux vont partir. Est-ce que vous avez vu c'est la catastrophe, on connaît. Vous avez vu cette étude qui a été faite par un club d'économistes et spécialistes en Allemagne qui a montré que depuis 20 ans, l'euro a essentiellement bénéficié à l'Allemagne et a essentiellement nui à l'Italie et à la France. Chaque Français a été prélevé de 56 000 euros. Mais ça, c'est pas le problème de l'Europe, ça. Non, c'est le problème de l'euro. Non. Le problème, c'est le problème de l'incompétence de nos dirigeants qui n'ont pas su adapter notre pays aux nouvelles règles économiques. L'Allemagne, la force de l'Allemagne, c'est que l'Allemagne. La force de l'Allemagne, c'est que l'Allemagne avait compris effectivement qu'il fallait faire une telle politique pour l'euro et que la France, et notamment Jacques Chirac, pendant 2 mandats, n'a pas fait grand-chose. Nous étions au début du mandat de Chirac devant l'Allemagne et à la fin du mandat de Chirac, on s'est retrouvé derrière l'Allemagne et depuis, on essaye de rattraper nos amis allemands. Monsieur Truchot, je ne suis pas d'accord avec vous. Depuis, vous ne m'avez pas laissé terminer cette étude. Il faut que les Français comprennent que l'euro nous a coûté par personne depuis 20 ans, d'après cette étude allemande, 56 000 euros par personne, c'est-à-dire 230 euros par mois. Maintenant, bien sûr, on peut toujours dire c'est la faute à ci, c'est la faute à ça, mais il se trouve, c'est la faute de l'Europe. Non, mais attendez, il se trouve que depuis les années 40, depuis 1949, le franc n'a pas arrêté de se déprécier par rapport au Deutschmark parce que les évolutions de la compétitivité de l'économie allemande sont structurellement supérieures aux évolutions de la compétitivité française. Vous parlez bien de compétitivité. Mais ça veut dire puisque c'est la compétitivité. Non, mais justement, le drame vient que nous ne pouvons pas sur longue période, pas plus la France que l'Italie ou la Grèce, nous ne pouvons pas avoir sur longue période la même monnaie que l'Allemagne. Que cela vous plaise ou pas, madame, l'euro finira par exploser. Et comme actuellement on essaie de maintenir l'euro, les économistes on est obligé de faire ce que les économistes appellent une dévaluation interne, c'est-à-dire de diminuer les salaires. Le mouvement des Gilets jaunes, il vient de là. Si les Français n'arrivent pas à joindre les deux bouts, c'est parce que pour essayer d'être aussi compétitif que l'Allemagne et de sauver l'euro, on est obligé en permanence de peser sur les salaires en France. Et donc un jour, l'euro va exploser. Ça n'est d'ailleurs pas moi qui le dis, c'était Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie américain, qui a dit de l'euro, ce sont les premiers qui s'en sortiront le mieux. Parce que les gens qui veulent faire peur de la sortie de l'euro, moi je leur dis, est-ce que vous vous rendez compte de ce qui va se passer si nous restons dans l'euro? On n'a pas le temps ici d'explorer le sujet. Je vous renvoie. Ma question, monsieur Asselineau, c'est qu'est-ce qui va se passer si on sort?
Parce que en fait, voilà, moi je vous ai dressé le portrait que dressent les économistes. Bon, vous dites que non, ça va pas se passer comme ça. Alors expliquez-nous non, ce n'est pas concrètement. Ce que vous dites est faux, madame. Mais expliquez-nous concrètement comment ça va se passer, parce que vous répondez pas à la question précise que je vous pose. Mais si, mais écoutez, j'ai fait une étude, j'ai fait comment dirais-je, une conférence qui dure 3 heures pour expliquer, pour expliquer comment on sort de l'Union européenne et de l'euro. Ce qu'on soit bien s'énonce clairement, monsieur Asselineau. Donc concrètement, comment on fait pour pas être dévalué auprès de toutes les agences de notation internationales, pour pas avoir nos dettes qui s'écroulent, etc. Mais nos dettes ne vont pas s'écrouler, madame. Monsieur Asselineau, les agences internationales fixeront comment dirais-je, une cotation en fonction de la structure de l'endettement de la France. Actuellement, c'est les agences de notation qui ne cessent de dégrader la note de la France aujourd'hui. Et puis, qu'est-ce qui va se passer si on reste dans l'euro, madame? Est-ce que vous avez vu que la France est quasiment à feu et à sang, qu'on a un président de la République qui éborgne et qui mutile les Français? Parce que de toute façon, oui, c'est la faute de l'euro. Oui, parce que l'euro est en train, vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit, l'euro est en train d'appauvrir les Français structurellement. Attends, qu'est-ce qui sont contre cette Europe vont plus se porter sur Marine Le Pen que sur vous? Voilà. Mais écoutez, vous voulez que je vous dise les pourcentages de temps de parole? Est-ce que vous croyez que les 40% de Français qui voteraient pour le Frexit, peut-être même majoritaire, je rappelle que Macron, le 24 janvier 2018, à la BBC, a répondu à une question d'un journaliste qui demandait « Et s'il y avait un référendum sur le Frexit en France, qu'est-ce qui se passerait-il » Macron lui-même a dit « Probablement les Français voteraient en faveur ». Est-ce que vous croyez vraiment, honnêtement, sincèrement, que les idées que je défends sont représentées à due proportion dans les médias? Moi je passe comme ça quelques minutes ici ou là, et en fait, en revanche, on a des médias, excusez-moi de le dire, qui passent leur temps à mettre en avant Madame Le Pen et Madame Loiseau. Vous l'avez dit vous-même, vous avez dit vous-même qu'il faudrait qu'il y ait un débat. Moi je veux bien un débat avec Madame Loiseau. Elle a même changé son programme, puisque elle a pensé qu'elle avait perdu face à Macron en grande partie à cause de sa volonté exprimée à l'époque de sortir de l'Europe, et ça fait peur à des Français. Mais ça fait peur aux Français parce que nous avons les gens qui ont accès aux grands médias passent leur temps à leur dire que c'est terrible. Donnez-moi la parole, laissez-moi 1h30 en prime time sur une grande chaîne de télévision pour expliquer ce que c'est que l'euro, l'évolution du solde de la balance des paiements courants à l'intérieur de la zone euro. Renseignez-vous, madame, sur les soldes Target 2. Renseignez-vous sur la politique allemande, comment les Allemands refusent la mutualisation des dettes, ce que Macron a demandé. Alors là, on peut avoir un grand débat de fond. Simplement, c'est un débat technique. Vous savez pourquoi ça fait peur? Parce que nos économies sont en euros. Les retraités, vous leur faites peur quand vous dites on va repasser au franc. Nous avons dit dans notre programme que les retraités devraient avoir peur de rester dans l'euro parce que c'est justement ça qui va mener. Mais ça n'imprime pas parce que personne ne me laisse parler. Encore une fois, ce que nous disons, c'est que nous prenons l'engagement lorsque nous sortirons de l'euro, que nous récupérerons le franc. Ce qui déjà est arrivé plusieurs fois dans l'histoire nationale, soit dit en passant. À chaque fois qu'on a instauré le franc, c'était pour récupérer notre souveraineté nationale. Eh bien, lorsque nous ferons ça, toutes les retraites seront indexées sur un panel de monnaie avec le franc suisse et le dollar. Qui prend l'engagement? Il n'y a pas d'appauvrissement des Français à la clé? L'appauvrissement, il est en ce moment. Didier Giraud. Allez parler aux retraités. C'est en ce moment qu'il y a l'appauvrissement. J'arrive pas à comprendre. Mais c'est très simple, vous avez raison. Le coût du travail en France est supérieur. Grâce à qui? Grâce à nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, qui se sont battus pour qu'on en ait des protections sociales et des bons salaires. Effectivement, la logique de l'Union européenne, vous avez parfaitement raison, c'est d'avoir progressivement un alignement de toutes les conditions de travail et de tous les salaires. Mais d'accord. Ben oui, vous savez qu'en France, le SMIC brut en France est de 1 500 € par mois, en gros. En Bulgarie, il est de 260 €. C'est bien ça que je dénonce. Donc ça veut dire que si on reste dans l'Union européenne, eh bien on aboutira progressivement à une légère augmentation en Bulgarie, en Roumanie et à une diminution brutale en France. L'objectif, c'est un SMIC à 500, 600 ou 700 € brut. C'est ça qui nous attend. C'est pour ça que l'on se bat. Parce que justement, si on reste dans un marché commun avec des conditions salariales tellement différentes... Mais moi, si ça me rend de la compétitivité, je m'en fous. Comment ? Mais moi, si ça me rend de la compétitivité, oui, bah alors allez expliquer aux Français qui sont au SMIC et qui gagnent 1 200 € net par mois qu'ils vont passer à 600 ou 700 € net par mois. Allez leur expliquer.